spiritualité musulmane africaine. L'association des oulémas, notamment, plusieurs discours. Je pense la question. C'est pas nouveau qu'il n'existait pas des opposants. Le discours était homogène. Il y a quoi? Pourquoi c'est les soufis qui appellent? C'était financé, bien documenté et bien sourcé. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hall Magazine, l'émission libre de pensée. Nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous M. Saïd Jabal Khair, un invité de taille très important, de par ses travaux, de par sa personnalité et de par les événements on va dire juridiques en ce moment que nous n'allons pas forcément commenter parce qu'il y a une instruction en cours, mais nous allons évoquer ces événements, on va dire périphériques, qui sont très intéressants par rapport à ce qui se passe actuellement en Algérie. Donc nous sommes le 10 avril 2021. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui, comme je disais, M. Saïd Jabal Khair. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Jabal Khair. Bonjour et à vous de m'avoir permis cette occasion, de m'avoir donné cette occasion pour échanger avec vous et avec tous les amis qui nous suivent en ce moment. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc est-ce qu'il faut vous présenter? Écoutez, vous êtes connu, vous êtes un islamologue, philosophe. Vous avez été formé à l'Université d'Alger en sciences islamiques. Donc, vous êtes de formation islamologue, donc, comme je disais, mais vous avez quand même de profession, vous avez été journaliste dans plusieurs oui. médias. Vous pouvez nous en parler après brièvement. Vous avez quand même passé énormément de temps dans votre carrière d'islamologue sur le courant soufi. Donc, que nous allons évoquer avec grand plaisir. Et vous avez créé le CLPL, le Cercle des Lumières de Pensée Libre. Vous invitez des personnalités importantes de par leurs pensées, de par leurs travaux dans le domaine. Et j'aimerais aussi évoquer votre présence sur Internet. Là, si on peut ouvrir une parenthèse très rapide, ça pourrait être une bonne transition par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc, en parcourant un petit peu votre parcours, on va dire, digital, votre profil digital, pardon, sur Internet, on tombe sur des vérités, on tombe aussi sur des contre-vérités, notamment sur votre fiche Wikipédia. Il y a eu des commentaires, des personnes qui se sont substituées à vous pour vous décrire en tant qu'Aïmani Kafir, un laïc apostat. Donc, nous allons consacrer du temps à cette partie-là, à ces attaques qui sont faites contre vous, pas contre vous en tant que personne, mais en tant que ce que vous évoquez, ce que vous représentez et toutes vos connaissances en islamologie. Donc, est-ce que, avant d'arriver sur le sujet en cours par rapport aux accusations qu'on a tenues contre vous, comme je disais, il y a une instruction en cours, est-ce que vous pouvez vous présenter en plus par rapport à ce que je viens d'évoquer, M. Jabal Khair, s'il vous plaît? Bon, d'abord, moi, je suis de formation bilingue. J'ai toujours été, de toute ma vie, j'ai été bilingue. Je suis bilingue de formation. Toute ma vie, j'ai été bilingue depuis le primaire. Et j'ai fait un bac sciences bilingue, comme on l'appelait jadis, sciences transitoires. Bac sciences. Donc, et après, j'ai entamé une formation d'islamologie ou bien de sciences islamiques à l'Institut de sciences islamiques
la faculté islamique, qui se trouvait au départ à la fac centrale à Alger, rue des Douches, et puis qui a été transféré vers Caroubier, les années, on va dire 89, 90-91. Donc voilà, et j'ai travaillé dans l'enseignement, j'ai enseigné la langue arabe et la philosophie au lycée et au CEM pendant 10 années. Et j'ai travaillé aussi comme journaliste à la presse écrite dans plusieurs journaux, entre autres le Fajr, le Khabar en tant que collaborateur, ou pigiste si vous voulez, Jazair News, Shuruq, الحقيقة المثقف يعني. Et j'ai été pendant 2 années aux Émirats où j'ai travaillé comme journaliste aussi au journal, au quotidien Al-Khalij, donc aux Émirats Arabes Unis. J'ai aussi travaillé à la radio, chaîne 1, pendant 4 ans, où j'ai présenté 8 programmes, c'est-à-dire 8 émissions culturelles. J'ai produit et présenté 8 émissions culturelles pour la chaîne 1, pour la radio chaîne 1, Radio Nationale chaîne 1. Et j'ai travaillé aussi pour la chaîne Canal Algérie, de télévision Canal Algérie, où j'avais présenté pendant presque 2 années une rubrique sur le soufisme. Donc voilà, donc j'ai 2 livres, j'ai édité 2 livres. Le premier qui est sorti au Caire en 2007 et qui s'intitule Soufisme et création, Tasawwuf al-Ibda' en arabe, donc au Caire, et chez Al-Mahrousa, Markaz Al-Mahrousa. Et le deuxième qui est sorti à Alger en 2013 et qui s'intitule Abhath fi Tasawwuf wa Turuq Soufiyya. Abhath fi Tasawwuf wa Turuq Soufiyya. Il n'y a pas eu les échos, les échanges avec le public, avec les auditeurs ou bien avec les téléspectateurs étaient, on va dire, intelligents. Enfin, il n'y a pas eu en gros, le soufisme en Algérie n'a pas de problème de réputation par rapport à le fait que vous soyez attaqué à ce point-là en ce moment. Est-ce que le soufisme pose problème en Algérie? Oui, le soufisme pose problème, mais par rapport à une certaine catégorie de gens, et plus précisément les salafistes. C'est les salafistes, c'est-à-dire c'est les gens qui adhèrent au discours wahhabite salafiste qui ont un problème avec le soufisme. On va dire un peu aussi le discours des oulémas aussi, Jami'at al-Ulama. Ils ont un problème un petit problème, enfin un petit ou grand problème avec le soufisme. Mais sinon, le reste, non. Hein, pour le reste des Algériens n'ont pas de problème avec le soufisme, bien au contraire, et ils estiment que le soufisme relève de nos traditions religieuses et spirituelles, ancestrales, et donc il n'y a pas de problème avec ça. Et même les échos que je recevais, que ce soit à la chaîne 1 ou bien sur Canal Algérie, ils étaient en général positifs. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il est vrai que les salafistes, les Houthis, et aussi, un peu moins, mais aussi le courant des oulémas, ils ont toujours un problème avec le soufisme qu'ils considèrent comme étant une innovation dans la religion, c'est-à-dire bid'a, et voilà. Donc, qu'ils rejettent, hein, ils la rejettent. Ils rejettent le paradigme soufi comme étant une bid'a, pour le moins, hein, parce qu'il y en a qui disent que c'est du kofr, c'est de l'hérésie, etc. Mais les moins virulents vont dire que c'est une bid'a, donc c'est une innovation et qui n'existait pas
au tout début de l'islam, selon leur avis, bien sûr, selon leur discours. Le soufisme n'existait pas au tout début de l'islam. Donc, c'est tout de même incroyable. Enfin, le soufisme en Algérie il n'est pas né en 2021. Il y a quand même eu et en plus que ça vienne des oulémas, je suis vraiment très, très étonné que les oulémas en Algérie soient virulents par rapport au soufisme. C'est quand même un paradoxe, hein. Et le soufisme, il y a eu Les oulémas, attendez, il faut savoir que les oulémas ont toujours été contre le soufisme, et ce depuis le vivant de Cheikh Ben Badis, c'est-à-dire depuis on va dire les années 30. Depuis les années 30, c'est-à-dire c'est très ancien, et il y a eu énormément on va dire, de querelles, entre guillemets, dans les journaux, de l'époque, bien sûr, que ce soit ceux des oulémas ou bien ceux des soufis, et notamment les journaux de la confrérie alaouite. Confrérie alaouia, pardon, la confrérie alaouia, c'est-à-dire Tariq al-Alaouia, qui a été fondée par Cheikh Sidi Ahmed Ben Mustafa al-Alaoui, et qui est aujourd'hui dirigée par Maître Cheikh Khalid Ben Tounes. Donc, à l'époque, il y avait énormément de querelles médiatiques dans les journaux. Le Balar de Sahifat al-Balar qui appartenait à la confrérie alaouia, ou bien les journaux qui appartenaient à l'association des oulémas, notamment Shihab, Al-Basair et tout ce qu'on veut. Donc, les oulémas ont toujours été contre le soufisme. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Ibn Badis a fait quand même beaucoup de commentaires par rapport au soufisme, en termes élogieux. Non, écoutez, Cheikh Ben Badis, lui-même, il était soufi. Voilà. Durant son adolescence et sa jeunesse, il était soufi, il s'est connu, c'est très connu à Constantine. Son frère, c'est Abdelhak, qui, je pense, qui est toujours vivant. Il est soufi aussi, donc ça c'est connu. Mais Cheikh Ben Badis, il dirigeait l'association des oulémas qui contenait et qui comprenait beaucoup de courants, notamment les ultra-wahhabites de Cheikh Al-Uqbi, par exemple. Donc, il fallait que Cheikh Ben Badis, qu'il fasse un peu l'équilibre à l'intérieur de son association, qui en réalité était un front. Elle n'était pas homogène sur le plan des idées. C'était pas une association dont le discours était homogène. Il y avait plusieurs discours dans l'association des oulémas. Et Cheikh Ben Badis, c'est vrai que si ça ne tenait qu'à lui en tant que personne, de façon personnelle, lui, il n'était pas très virulent. Il était critique par rapport au soufisme. Et c'est normal parce que les oulémas, c'est des wahhabites. C'est des wahhabites à la base. Le discours des oulémas, c'est un discours wahhabite, salafiste. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, c'est leur discours. C'est eux, en tout cas, c'est eux qui le disent. Dans leurs écrits. Cheikh Ben Badis, il défend le wahhabisme. Cheikh Arabi Tebssi défend le wahhabisme. Al-Uqbi encore plus. Même Cheikh Ibrahimi, le deuxième président des oulémas, lui aussi, il défendait, tous défendaient le wahhabisme. Même Malik Ben Nabi, il a défendu le wahhabisme. Et il faut lire les mémoires de Ben Nabi. Lisez les mémoires de Ben Nabi, vous trouverez qu'il défendait le wahhabisme. Ben Nabi, à un moment de sa vie, il voulait quitter l'Algérie pour aller définitivement s'installer en Arabie Saoudite. Sauf qu'on ne lui a pas accordé le visa. Les Saoudiens n'ont pas le visa. Il l'a demandé en Europe, mais il le dit dans ses mémoires.
اقراوا les mémoires تاع النبي, vous trouverez ça. Donc le wahhabisme avec le il était à la page, on va dire, c'est-à-dire bien sûr c'est les pétrodollars, c'est l'argent saoudien qui faisait marcher le wahhabisme. Donc les Saoudiens, ils ont financé les frères musulmans, ils ont financé Hassan al-Banna, et avant lui, en Égypte, ils ont financé son maître, Cheikh Mohammed Rachid Reda, et la revue de Rachid Reda, Al-Manar, elle venait en Algérie. Donc les oulémas d'Algérie ont été influencés par Rachid Reda, par sa revue Al-Manar. Donc voilà, donc, et par cela, et c'est comme ça que le wahhabisme a pénétré en Algérie. Et évidemment, il y avait annuellement un comité officiel, un comité des oulémas qui partait chaque année participer au Hajj en Arabie Saoudite. Évidemment, quand les oulémas partent au Hajj, évidemment, ils vont rencontrer les princes et peut-être même le roi saoudien. Et qui rencontre le roi et les princes en Arabie Saoudite, il reçoit automatiquement de l'argent. Automatiquement, tu ne peux pas rencontrer un prince ou bien le roi en Arabie Saoudite et revenir comme ça sans rien. Tu reçois de l'argent, donc c'est normal. Et donc, ils étaient financés, que ce soit les frères musulmans en Égypte ou bien les autres, ils étaient financés par les Saoudiens. Et puis voilà, donc, et c'est pour ça que de toute façon, eux, ils ne le cachent pas. Leur obédience et leur tendance wahhabite, les oulémas ne la cachent pas. Vous allez dans leur... Et moi, j'ai consacré toute une conférence à ce sujet que vous trouverez sur الوهابية في الجزائر الواقع والآفاق. تلقاوها sur YouTube. J'ai consacré toute une conférence bien documentée et bien sourcée, et j'ai pris avec moi toutes les sources des oulémas. Donc voilà, donc c'est normal. C'est normal. Donc le soufisme, et puis il y a un autre problème. Pourquoi les oulémas étaient contre le soufisme? Parce que les oulémas d'Algérie, ils voulaient être les seuls représentants de l'islam algérien devant l'administration française, l'administration coloniale. Ils voulaient être les seuls représentants. يعني العلماء في الجزائر كانوا حابين يكونوا الممثلين الحصريين والناطقين الحصريين باسم الإسلام الجزائري أمام السلطة الاستعمارية الفرنسية. Et là, le soufisme leur faisait de l'ombre. Il leur faisait de l'ombre, et à ce titre, il les dérangeait. Et c'est pour ça qu'ils étaient contre, et qu'ils ont mené une guerre sans merci contre le soufisme. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité historique et qui continue, c'est-à-dire elle existe jusqu'à maintenant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les oulémas, le discours des oulémas est toujours continue à être contre le soufisme. Merci beaucoup d'avoir évoqué avec autant de détails, comme je disais. Est-ce qu'on peut parler de vos deux livres que vous avez évoqués tout à l'heure? Si on confond, justement, une bonne transition, votre premier livre qui s'intitule, qui a été édité en 2007, Le soufisme et création. Très rapidement, vous pouvez nous parler de ce livre, et aussi juste après le deuxième livre sur la confrérie soufie en Algérie, s'il vous plaît. Oui. Bon, rapidement, brièvement, pour le premier livre qui est sorti en 2007 au Caire, Soufisme et création, c'est un livre qui parle, c'est-à-dire qui essaye d'étaler un petit peu la problématique de la relation des pouvoirs historiques et pouvoirs islamiques, bien sûr, les califes, à travers l'histoire, le rapport au créateur, c'est-à-dire tous les gens qui pensaient, les libres penseurs, les philosophes, et notamment les soufis, parce que les soufis étaient connus pour être la plupart du temps contre la doxa, contre l'orthodoxie religieuse, c'est-à-dire l'orthodoxie des juristes, des fuqaha. Ils étaient toujours en querelle, en combat, si on veut, contre c'est-à-dire, je veux dire que les fuqaha, les juristes, étaient en combat continuel contre les soufis. Donc, ils ne toléraient pas, les fuqaha ne toléraient pas, n'ont jamais toléré les avis et les idées libres et révolutionnaires, j'allais dire, des soufis.
Et c'est pour ça qu'ils ont décrété des fatwas pour tuer, pour exécuter. Al-Hallaj, par exemple, les Fuqaha ont décrété une fatwa pour exécuter le Suhrawardi. Ils ont décrété une fatwa pour exécuter Ibn al-Muqaffa', Nassimi, et tous les soufis et autres qui ont été exécutés et dont l'exécution a été préalablement cautionnée et décrétée par les fatwas des fuqaha. Et donc, le titre, le livre, il parle de ça. Donc, il essaie d'expliquer et d'analyser la relation des pouvoirs politiques historiques dans le cadre de l'histoire musulmane, la relation de ces pouvoirs avec les différents créateurs, c'est-à-dire penseurs libres, soufis, et tous les opposants, tels que les mu'tazilites, les kharijites, etc., etc. Donc, c'est ce que le livre, le premier livre, essaye d'expliquer un peu et d'analyser. Le deuxième, c'est des recherches, en fait. C'est un ensemble d'articles qui présentent des recherches sur les confréries soufis en Algérie. C'est-à-dire, et le livre, il évoque aussi le conflit entre les soufis et les oulémas, hein, au début du livre. Je parle du conflit historique entre les oulémas et les soufis, et qui s'est déroulé sur les pages des journaux des uns et des autres. Donc, et notamment les journaux de l'association des oulémas et le journal Al-Balagh Al-Jazairi qui appartenait à la confrérie Alawiya. Donc, dont la Zawiya centrale se trouve à Mostaganem, hein, et dont le cheikh actuel est Cheikh Ben Tounes, Khaled Ben Tounes. Je noterai au passage que la confrérie Alawiya, c'est elle qui a, on va dire, qui a fondé ou bien instauré la journée internationale du vivre ensemble, et qui a été adoptée à l'unanimité par l'ONU et qui est célébrée le 16 mai de chaque année, qui est désormais célébrée le 16 mai. Donc, c'est l'Algérie, c'est le ministère des Affaires étrangères algérien, en collaboration avec la confrérie Alawiya, présidée et dirigée par Cheikh Ben Tounes, qui ont proposé le dossier du projet de la journée internationale du vivre ensemble en paix, et il a été adopté à l'unanimité. Donc, c'est tout à l'honneur de l'Algérie, et c'est aussi tout à l'honneur de la confrérie Alawiya et du soufisme en général et du soufisme algérien en particulier. Donc, c'est très important. Pourquoi c'est les soufis qui appellent et qui travaillent pour un tel projet, le vivre ensemble en paix? Et pourquoi ce vivre ensemble en paix, pourquoi il est réfuté et refusé et même, je dirais même, diabolisé par les juristes, c'est-à-dire le fuqaha et les structures islamistes, c'est-à-dire les partis islamistes, les organisations islamistes. Oui. Pourquoi c'est les soufis qui appellent? C'est parce que les soufis, ce sont eux qui ont été les plus tolérants à travers l'histoire de l'islam. Et ça, je pense que je ne dévoile aucun secret en disant que le soufisme, c'est la lecture la plus à même de présenter l'islam le plus ouvert sur la modernité et le plus tolérant et le plus pacifiste, etc. Donc, voilà. Le deuxième livre, c'est
voilà, c'est des recherches sur les confréries, donc sur Tijaniya, l'Alawiya. J'ai beaucoup plus axé sur Rahmaniya, sur le Tariqa Rahmaniya, et les Issawa, sur lesquels je travaille énormément et je continue à travailler. Tariqa al-Issawiya, qui est à l'origine Chadouliya, qui provient de la Chadouliya. Donc voilà, j'ai même, et dans le livre, j'ai même travaillé un peu sur ce qu'on appelle les gnawa, ou bien la confrérie, ou bien la tendance, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets le soufisme africain, ou bien le soufisme noir, entre guillemets. C'est le gnawa, ou bien ce qu'on appelle aussi en Algérie, tariqat Sidi Bilal, ou Sidi Bilal, في الغرب. Et qu'on appelle dans l'Est algérien l'Wasfan à Constantine, à Annaba, Sougaras, on appelle ça l'Wasfan. Et donc, en fait, c'est toutes les traditions des populations, des traditions musulmanes, soufis, spirituelles, des populations d'Afrique, et c'est des traditions qui ont voyagé et qui se sont retrouvées dans la région nord-africaine, notamment Maroc, Algérie, Tunisie, et même en Libye, et qui existe, je le note aussi, même en Égypte. Même en Égypte. En Égypte, vous allez retrouver les traditions gnawi de l'Algérie. C'est les mêmes, pratiquement, c'est les mêmes traditions et les mêmes rythmes et presque les mêmes textes qui sont chantés et qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle du diwan, la musique de diwan, le diwan, donc le gnawi. كما يقولوا في قسنطينه ديوان الوصفان ولا كما يقولوا في الغرب وهران تلمسان etc. ديوان سيدي بلال. Donc, par référence à Bilal, le compagnon du prophète, c'est Bilal, qui était lui aussi esclave, qui était noir, qui était esclave, donc qui a été affranchi par Abu Bakr Siddiq, comme tout le monde le sait. Et donc, la tradition gnawi, la tradition Sidi Bilal, la tradition Wasfan, qui est toujours, comme on dit, la spiritualité musulmane africaine, elle s'inscrit dans la tradition du sahabi, du compagnon Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Voilà. Donc, je parle aussi un peu dans ce livre de cette tradition. Donc, le deuxième livre, c'est un peu, il essaye de lire et d'analyser un peu toutes les confréries soufis qui existent en Algérie, leur histoire, leur influence, et qu'est-ce qu'elles ont apporté à la société algérienne, et qu'est-ce qu'elles ont apporté aussi au combat, c'est-à-dire contre le colonialisme, qu'est-ce qu'elles ont apporté à la société algérienne post-Almohade, المجتمع الجزائري والمغاربي ما بعد الموحدين, la société nord-africaine, maghrébine, si vous voulez, post-Almohade, c'est-à-dire c'est une société, et je le dis dans le livre, c'est une société qui a été essentiellement encadrée par les confréries soufis, parce qu'après les Almohades, les États, ou bien l'État au Maghreb en général, il s'est affaibli. Et vous savez que le Maghreb s'est retrouvé divisé entre Mérinides au Maroc, Ziyanides en Algérie et Hafsides en Tunisie. Et donc l'État s'est affaibli, et le seul rempart qui est resté pour les sociétés maghrébines, c'était le soufisme. Donc c'était les confréries. Ce sont elles qui ont encadré les sociétés maghrébines sur tous les plans, sur un peu tous les plans. Donc, les sociétés maghrébines étaient prises en charge par les confréries soufis, et ce jusqu'à l'arrivée des Ottomans en Algérie. À l'arrivée des Ottomans en Algérie. Voilà. Faut-il rappeler que le Cheikh Haddad et le Mokrani eux-mêmes étaient de Tariq al-Rahmaniya. Donc, oui, voilà. Donc, il y a tout ce que vous avez évoqué là, je vais appeler, que je pourrais décrire
comme une avalanche de vérités. Juste pour faire la transition avec le deuxième sujet, je pense que toutes ces vérités n'auraient pas été accessibles aussi facilement sans les réseaux sociaux. Comme vous avez vu, les réseaux sociaux, il y a quand même un effet contradictoire avec les réseaux sociaux, c'est que vous ne pouvez pas forcément mettre un texte énorme ou le contenu d'un livre complet. Malheureusement, on est tenu par une certaine limite en termes de caractère et surtout que les gens, enfin les personnes ne lisent pas forcément beaucoup. Quand un texte est long, n'est pas forcément lu. Donc, par rapport à ça, pour faire une transition avec le deuxième sujet, c'est que vous avez fait des publications Facebook. J'en ai parcouru quelques-unes. Il y en a qui sont longues, avec une analyse, etc., scientifique, historicisée d'une partie de l'histoire, de notre histoire en Algérie, ou bien du Maghreb, ou bien plus on va dire, du Moyen-Orient, etc. Mais vous avez aussi fait des publications plus courtes qui ont a priori gêné quelques personnes. Donc, quelques personnes qui ont porté plainte contre vous. Alors, comme il y a une instruction en cours, donc je vais essayer de peser mes mots, mais dans tous les cas, on a le droit de se poser des questions légitimes. Et l'une de ces questions, si tout le monde pouvait porter plainte contre tout le monde, voilà, ça aurait été l'anarchie. En fait, il y a une notion dans la justice qui s'appelle la recevabilité d'une plainte. Ça veut dire que quand une personne porte plainte contre une autre, cette plainte, elle peut être recevable ou non. Donc, il y a eu une plainte qui a été portée contre vous, M. Djebel Khair, et qui a été jugée recevable. Ça veut dire qu'il y a possibilité qu'elle soit traduite en justice, etc. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je sais qu'il y a eu, c'est une affaire de 4 publications Facebook, hein, on en est là, M. Djebel Khair, à faire un procès, pas contre vous, mais on se pose des questions, comme je disais, est-ce que c'est un procès contre vous ou bien contre un projet de société ou bien contre une doctrine? Voilà, donc on se retrouve, on a l'impression d'être quelques siècles auparavant quand on jugeait des philosophes, etc. Et encore à l'époque, ils ne se battaient pas dans le Djebel et dans les montagnes, etc. Ils se battaient à coup de livres interposés. Et même s'il y a eu des guerres, notamment. Alors, donc, rapidement, est-ce que vous pouvez évoquer cette affaire-là? Elle est en cours, hein, elle est en attente, je crois que le 22 avril prochain, il y aura une décision. Donc, on est dans l'entre-deux. Pouvez-vous expliquer ce qui vous est arrivé, M. Djebel Khair, par rapport à cette affaire-là, s'il vous plaît? Oui, avant ça, je voulais juste rebondir pour rajouter quelques détails sur le soufisme pour compléter un peu l'information. Il faut savoir que pratiquement les guides, on va dire, les personnages qui ont guidé et qui ont été à la tête de la résistance populaire contre le colonialisme français, eh bien, c'était des soufis. C'était des soufis. Donc, à commencer par Amir Abdelkader, qui était un soufi, un grand soufi, comme vous l'avez cité, Cheikh Haddad, Lalla Fatma Soumer, Cheikh Bou'mama, vous avez le Moqarani, vous avez aussi enfin, il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs qui ont été à la tête, et c'était à la tête de la résistance contre le colonialisme français, et c'était tous des soufis. Donc là, et je le dis d'ailleurs dans mon deuxième livre, je parle de ça dans le détail. Maintenant, s'agissant de mon affaire, c'est une affaire, comme vous venez de le dire, qui est toujours en cours qui est toujours en justice, sur laquelle le verdict sera donné le 22. Et moi, j'étais étonné au départ. J'ai été étonné. Pourquoi? Parce que en général, d'abord parce que la plainte
été par un universitaire, un enseignant à l'université. Et il n'est pas digne, c'est-à-dire il n'est pas normal, il n'est pas digne d'un enseignant universitaire de déposer plainte contre des idées. Donc, il aurait mieux fallu, par exemple, me contacter et me proposer, par exemple, un débat contradictoire dans le cadre de l'université ou bien dans le cadre des médias ou bien tout simplement dans un espace culturel public. Il aurait mieux fallu faire ça. Mais le monsieur, il ne me connaît pas, c'est-à-dire à titre personnel, et moi aussi je ne le connais pas. La première fois où je l'ai rencontré, c'est au tribunal. Donc, c'est une personne que je n'ai jamais rencontrée, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et donc, entre guillemets, et donc, j'ai été étonné. Si ça venait, par exemple, d'un imam, de la part d'un imam, ou bien de la part d'un spécialiste dans le domaine religieux, j'aurais dit que j'aurais compris. J'aurais compris et j'aurais plus ou moins accepté. Mais venant d'un enseignant universitaire qui n'est même pas du domaine, son domaine, c'est l'informatique. Il est spécialiste en informatique. Donc, quelle relation avec la religion? Il dépose une plainte contre moi qui suis spécialiste du domaine religieux. Donc, quelle est la relation? Quelle est la relation? Et c'est pour ça que j'ai été étonné. Et j'ai été d'autant plus étonné que la plainte soit déclarée comme étant recevable par le parquet, alors que je n'ai pas été entendu par le parquet, c'est-à-dire je n'ai pas été entendu par le juge d'instruction, je n'ai pas été entendu par le procureur, personne ne m'a convoqué et personne ne m'a entendu. Donc, comme ça, le parquet a décidé de faire passer l'affaire en justice, c'est-à-dire à la cour, je veux dire au tribunal, et je me suis retrouvé devant le tribunal. Donc j'étais étonné parce que les tribunaux, le tribunal n'est pas l'espace idéal pour les débats religieux. Et même en essayant de comprendre, par exemple, l'accusation qui m'a été adressée, c'est d'avoir, c'est-à-dire الإساءة إلى المعلوم الاستهزاء والإساءة إلى المعلوم من الدين. Et d'abord, c'est quoi que veut dire استهزاء? Comment définir comment on va le définir? Deuxième chose, c'est المعلوم من الدين, ça diffère. C'est un concept c'est un concept qui n'existait pas du vivant du prophète, qui n'existait pas du vivant des compagnons du prophète et qui n'existait pas à l'époque des premiers juristes, des premiers fuqaha, à savoir les fuqaha qui ont fondé les 4 grandes écoles rituelles, à savoir le Malikiyya, le Shafi'iyya, le Hanafiyya, le Hanabila. Donc, c'est un concept qui a été fabriqué à l'époque du califat abbasside et à des fins politiques pour contrer les opposants. Donc, pour condamner un opposant à l'époque des Abbassides, il fallait une raison religieuse. Il fallait une raison religieuse. Donc, on a trouvé cette accusation, ce fameux Isa'a al-Ma'loum, Inkar al-Ma'loum min ad-Din. Donc, le Ma'loum min ad-Din, bien sûr, il n'est pas connu, c'est-à-dire dans le détail, on le connaît pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'ouvrage religieux qui nous cite dans le détail c'est quoi en détail? Il s'agit de quoi exactement et dans le détail? Ça, vous ne trouverez jamais ça dans un ouvrage religieux. Et donc, c'est quelque chose qui est laissé à l'interprétation subjective du juriste et du faqih. Donc, c'est le faqih qui juge. Est-ce que ça, c'est oui ou non, ça rentre dans le ma'loum min ad-din
ou bien ça ne rentre pas. Et bien sûr, le faqih malikite, il va avoir un avis peut-être différent de celui du shafi'ite, et différent de celui du hanbalite, et de celui de hanafite, et de celui de l'ibadite. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, chez les sunnites, en Algérie, nous avons les ibadites, nous avons des citoyens ibadites. Bon, chez les citoyens sunnites, الجمعة فريضة اللي ينكرها انكر المعلوم من الدين مي لي زيباديت الجمعة ماشي فريضة عندهم تنكرها ولا ما تنكرهاش ça veut rien dire pour un ibadite c'est même pas un devoir obligatoire c'est pas الجمعة pour un ibadite ce n'est pas obligatoire il n'est pas obligatoire donc ينكرها كي يجي مواطن جزائري إباضي ينكر صلاة الجمعة ما انكرش المعلوم من الدين في المذهب تاعو et donc de quoi tu vas l'accuser on va l'accuser de quoi il n'y a pas d'accusation. Par rapport à quelle référence? Sa propre référence religieuse lui permet de dire que le Jumu'ah, c'est 3 fois rien, parce que pour lui elle n'est pas obligatoire. Mais pour un sunnite, oui. Pour un sunnite, elle est obligatoire, c'est une obligation, etc. etc. Et donc ça diffère. On va prendre un autre exemple. Par exemple, les juristes, les fuqaha et les soufis. Il y a beaucoup de différences. Même avant les soufis. Prenons par exemple les salafistes et les ash'arites, par exemple. Oui. Le rite, l'école théologique officielle en Algérie, c'est le ash'arisme. Donc, le discours officiel religieux en Algérie, c'est un discours qui prend pour référence trois choses. Donc, le malikisme en termes de juridique, et le ash'arisme en termes théologiques, et le soufisme en termes spirituels. Donc en Algérie, si on dit par exemple, je vais donner un petit exemple. الأشعريين يقولوا الأشاعرة يقول لك الله ليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس فوق العالم وليس تحت العالم. هذو الأشاعرة. Et ben pour les salafis, pour جماعة تاع فركوس هذا كفر، هذا إنكار المعلوم من الدين. يقول لك لا، الله فوقنا. الأشاعرة يقول لك ما يجوزلكش تقول الله فوقنا. Donc كيفاش يحكم القاضي؟ القاضي va juger par rapport à quoi? À quelle référence? Par rapport à la référence مدخليت وهابيت salafiste تاع فركوس، ولا il va juger par rapport à la référence officielle algérienne ash'arite. Et ben, donc ça aussi c'est un grand problème. C'est un grand problème. Les soufis, je vous donne un autre exemple. Les soufis, par exemple, Amir Abd al-Qadir. Prenons Amir Abd al-Qadir. Amir Abd al-Qadir, اللي هو المؤسس تاع الدولة الجزائرية الحديثة. D'accord? Donc c'est lui qui a fondé l'État algérien moderne. Bon. Amir Abd al-Qadir, في الكتاب نتاعو المواقف، يقول لك toutes les religions ont raison et toutes les religions sont bonnes. وكامل الناس ملاح وكامل اللي يروحوا الجنه، ما كان حتى مشكل. وهذا pour les salafistes, pour les discours salafistes، هذا كفر، هذا انكار للمعلوم من الدين. Donc est-ce qu'on va mettre Amir Abd al-Qadir en prison لانه انكر المعلوم من الدين؟ Donc ça aussi c'est ce que j'ai dit au tribunal. هذه قلتها للقاضي، قلت لها اذا كان نمشيو في هذا المنطق، دونك الامير عبد القادر الثاني راه ينكر المعلوم من الدين، باسكو راه يقول باللي كل الاديان على صواب، y compris le judaïsme, le christianisme, les païens, الوثنيين, l'hindouisme, toutes les religions pour lui كلهم صواب ومعذورين عند الله، عندهم العذر لانهم اجتهدوا، لانهم يقول لك كل مجتهد معذور سواء اصاب او اخطا، حتى في العقيده. هذا كلام الامير، ça l'amir Abd al-Qadir que vous trouverez dans son livre mort. Et donc ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Et donc cette affaire là, c'est déjà elle est très il n'y a rien de précis en fait. Il n'y a rien de précis dans. Il y a rien de précis. Et chacun a ses références. Et après, en soi, c'est pas forcément problématique. Chacun peut avoir ses références, mais qu'elles soient traduites en justice. Si je reprends une phrase que vous avez dite dans une interview, j'ai l'impression,
là je vous cite, j'ai l'impression d'être dans une mosquée et non pas dans un tribunal. Donc, ce genre de référence, elle aurait pu être un débat intéressant entre plusieurs personnes je dirais pas de confessions différentes parce qu'elles sont toutes de confession musulmane, mais de références différentes. Et il y a des personnes, là, je vous apprends rien, hein, là, Abou Bakr, il a pris le pouvoir grâce à une référence, en citant le prophète qui avait dit les imams sont des Qurayshites. Donc, il a pris le pouvoir à cause grâce à ça. Donc, est-ce que pour vous, la réponse est dans la question, mais je vous la pose quand même juste pour illustrer, juste pour donner la gravité de la situation, si je puis dire. Est-ce que le tribunal est un lieu où on peut dialoguer ou débattre sur des références religieuses? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le lieu idéal pour débattre des religions. C'est pas ça. C'est pas pour ça que les tribunaux ont été faits et construits. Ce n'est pas pour ça. C'est pour trancher sur des affaires qui sont en relation directe avec les lois en vigueur, et donc qui sont claires et sur lesquelles les lois sont claires et nettes et précises. Et non, les tribunaux ne sont pas faits pour trancher sur des affaires religieuses et sur des problématiques religieuses qui ne seront jamais tranchées d'ailleurs, parce que le débat religieux il ne sera jamais clos. Le débat religieux restera toujours ouvert et les problématiques religieuses ne seront jamais tranchées. Le débat va continuer à exister et les avis vont continuer à diverger sur les problématiques religieuses, qu'elles soient juridiques, théologiques ou autres. Donc voilà. Monsieur Jabal Khair, bon, là ce qui se passe, enfin, ce qui se passe est vraiment très grave. Hein. Enfin, vous avez vu, c'est surtout que le moment où on se bat pour la laïcité, on va évoquer le mot laïcité, on va démystifier, on va expliquer ce que c'est qu'une laïcité historiquement parlant dans la culture musulmane. Mais vous avez bien, je pense, remarqué depuis le changement de la Constitution en décembre 2020. Donc il y a eu on a reculé, Monsieur Djabalkar, par rapport à ça. Du coup, là, je pense que pour ne pas dévier vers un discours technique, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi et qu'est-ce que, parce qu'il y a eu notamment Razia Adnani qui a travaillé sur ce sujet-là, c'est pour ça que je l'évoque ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un avis sur ça, sur la révision constitutionnelle par rapport à cette liberté qui a été occultée? Oui. Bon, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas spécialiste du domaine de la Constitution, donc, ni du droit d'ailleurs. Mais moi, je peux dire ce que j'ai lu comme commentaires qui ont été faits par des spécialistes du domaine. Donc, oui, d'après ce que disent les spécialistes du domaine, il y a une certaine régression dans la constitution algérienne, un recul, voilà, par rapport à la liberté de conscience, voilà, à la liberté de conscience, c'est-à-dire le hurriyat al-mu'taqad, qui normalement garantit à chaque citoyen de croire en ce qu'il veut ou bien de ne pas croire, c'est-à-dire croire en quelque chose, en une religion, en une confession quelle qu'elle soit, ou bien ne pas croire carrément. C'est-à-dire cette liberté, elle n'existe plus dans la constitution actuelle, ou pour le moins, elle n'existe plus de façon explicite. C'est-à-dire on ne la voit pas
de façon explicite dans les textes actuels, les articles de la Constitution actuelle. Et c'est à la limite, c'est déplorable. C'est-à-dire, moi C'est personnellement, je déplorable, déplore d'autant ça. plus quand l'Algérie était quand même avant-gardiste par rapport à ça, par rapport à nos voisins tunisiens et marocains. Bah, maintenant, on est en Oui. train de reculer. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un autre, comment dire, est-ce que vous voulez commenter un peu plus cette partie-là avant de clore cette première partie et d'aller sur la deuxième partie de notre émission? Par rapport est-ce que vous appréhendez, c'est ma dernière question par rapport à cette partie-là, est-ce que vous appréhendez le 22 avril prochain, M. Diabolkher? Euh, bon, appréhender, non, mais j'espère, en fait. J'espère que, de toute façon, le procureur n'a rien demandé. Il a demandé l'application de la loi. Donc, le procureur, il a donné l'impression de ne pas être convaincu de ce dossier, de l'affaire. Donc, c'est la raison pour laquelle il a demandé l'application de la loi. Donc, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Donc, j'espère que la juge donnera soit une relaxe, soit un non-lieu. Soit un non-lieu. C'est ce que j'espère. En tout cas, après, c'est à la justice de décider. C'est à la décider. Ok, bah, écoutez, merci pour ces éclaircissements. Il se sont passés beaucoup de choses dans l'enceinte même du tribunal que nous n'allons même pas citer. Je n'aimerais pas en faire aucune publicité. Il y a eu des intrusions, on va dire, idéologiques dans l'enceinte même du palais de justice. Donc, nous espérons tous que cela ne se reproduise plus, même si la liberté des uns doit être limitée par celle des autres. Hein. Nous continuons à être libres, et de tout le monde, tout en respectant la liberté des autres. Monsieur Diabolkher, je vous remercie. C'est la fin de la première partie. Nous allons attaquer la deuxième partie. J'espère qu'elle sera instructive parce que nous allons attaquer un chantier qui est juste énorme. C'est la religion et l'histoire. Merci beaucoup, Monsieur Diabolkher. Merci à vous. Merci. Merci à vous.